Alexandre Ansé, vous êtes coordinateur du CRACS. Le CRACS, c'est le Centre d'appui à la cohésion sociale. Ça fait partie du CBAI, le Centre bruxellois d'action interculturelle. Et vous, Jonathan Unguer, vous êtes chargé de mission au CRACS et expert sur les questions des primo-arrivants. Bienvenue à vous deux et merci d'être là. Voilà, on vous écoute. Vous allez, nous donner le contexte des questions qui, après, seront posées, évidemment, au ministre, justement, sur ces questions à la fois de cohésion sociale et sur les primo-arrivants. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes un peu les invités surprises dans le cadre de cette matinée, mais comment résister à la demande de Stéphanie? Voilà, donc je vais essayer ici de dresser quelques éléments de contextualisation, puis je donnerai la parole à mon collègue Jonathan qui a travaillé sur le phénomène primo-arrivant en région bruxelloise. Donc nous sommes, sans doute le savez-vous, dans un moment important dans l'économie du quinquennat relatif à la cohésion sociale, puisque le décret cohésion sociale, c'est un décret qui est quinquennal, donc qui est organisé sur une base de 5 années. Et bien donc nous sommes à la veille du 3e quinquennat. Le 3e quinquennat va débuter dans un peu moins d'un an. Et c'est un moment important aussi pour la raison qu'il y a des décisions importantes qui ont été adoptées par le collège de la COCOF. Tout d'abord, je pense que c'est important de le rappeler, il faut distinguer différents niveaux dans cette décision. Il y a ce qu'on appelle la note au collège. C'est une note normalement qui permet au collège donc d'identifier, d'énoncer les priorités qui vont orienter le cadre politique à venir pour les 5 années. Et puis il y a une seconde échelle dans ce processus de décision qui est ce qu'on appelle l'appel à projet et les différents documents administratifs qui y sont associés. Et là, la décision a aussi été prise fin du mois de décembre, donc de diffuser cet appel à projet. Alors concernant la note au collège, donc la décision qui a été prise, je la rappelle brièvement. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour pouvoir rentrer dans les détails, et je vois que monsieur le ministre est déjà là. Oui. Donc il y a une décision qui a été prise et donc qui permet d'identifier 4 priorités. Il y en a 3 qui étaient en fait déjà présents dans le cadre actuel. Donc c'est le soutien à la scolarité, les actions d'alphabétisation et de français langue étrangère, la citoyenneté interculturelle, et puis, et non des moindres, si vous me permettez, puisque nous sommes assez impliqués aussi dans ces problématiques, celle qui a trait au vivre ensemble. Et donc ça, c'est la 4e priorité qui a été prise récemment. Voilà, donc 4 priorités, un appel à projet qui suscite aussi parfois des réactions. Nous n'aurons pas le temps pour pouvoir nous plonger dans ces différentes réactions, mais donc il y a effectivement des interpellations qui ont été lancées, il y a des auditions qui ont été organisées. Nous pensons que, pour notre part, qu'il s'agit aussi ici, dans le cas présent, d'un conflit de légitimité, ce qu'on pourrait appeler un conflit de légitimité, entre d'un côté la légitimité du pouvoir politique qui considère que c'est à lui qu'il revient de trancher, de définir des orientations, et puis la légitimité aussi du secteur associatif qui revendique une position du type « laissez-nous faire, nous sommes en mesure de mettre en œuvre ces processus de cohésion sociale ». Alors il y a des questions aussi qui ont trait aux perspectives, et elles sont importantes. Je dis important parce qu'il y a donc un accord de majorité qui identifie qui comporte un chapitre relatif à la cohésion sociale, et donc là il est annoncé qu'il y a des modifications qui vont être apportées au décret, et donc là il y a quand même je dirais des enjeux importants qui se posent en termes de professionnalisation. La professionnalisation, ça peut vouloir dire aussi la mise en place d'agréments. Les agréments, c'est des cadres emploi, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi des exigences en termes de formation des travailleurs. Et donc, c'est un élément qui participe, je dirais, d'une certaine inquiétude du secteur en la matière. Voilà. Alors, il y a également, je dirais, un enjeu qui a trait au vivre ensemble. C'est une 4e priorité. Pour nous, elle est absolument essentielle dans le contexte de la société que nous connaissons aujourd'hui, qui est une société qui est quand même traversée par des peurs et par des phénomènes d'hostilité.
Et donc là, en tant que CBAI, nous espérons que cette priorité aura sa chance. Et nous, en tout cas, nous entendons apporter aussi notre pierre à l'édifice. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Jonathan, qui va vous parler donc du secteur du décret plutôt primo-arrivant, puisque c'est aussi un nouvel élément, et non des moindres, dans le secteur de la cohésion sociale. Il y a un décret cohésion sociale, mais il y a aussi un décret primo-arrivant. Et c'est une décision importante qui a été prise quand on prend connaissance de l'histoire des politiques publiques du côté francophone à Bruxelles et du côté wallon. C'est un geste qui n'est pas anodin. Et donc nous allons maintenant nous arrêter un moment. Je vais donner la parole à mon collègue Jonathan. Je prends là, j'en ai un là. Voilà, donc Jacques a adressé le contexte démographique régional. Peut-être un chiffre en plus qui est celui des primo-arrivants, entendu au sens de ce décret donc public qui sera in fine touché par le dispositif que ce décret va instituer. En région de Bruxelles-Capitale, c'est 120 000 primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées de l'étranger depuis moins de 3 ans. C'est en augmentation, c'est 10% de plus que ce qu'on observait en 2010 et Jacques a insisté sur le caractère multiculturel de la population de la région bruxelloise. Ces 120 000 primo-arrivants, ça correspond à de l'ordre de 10% de la population bruxelloise. Alors, il l'a dit aussi, et je pense qu'il a bien fait de le rappeler, derrière ce terme de primo-arrivant, il y a des profils sociologiques et démographiques variables. Ça va du traducteur-interprète engagé dans une entreprise liée de près ou de loin aux institutions européennes, à des travailleurs migrants, des réfugiés, etc. Donc effectivement, une population concernée par ces dispositifs qui est non négligeable, et donc un décret relatif à l'accueil des primo-arrivants qui a été voté il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 18 juillet 2013. C'est un décret qui a été voté et qui était prévu qu'il soit complété par des arrêtés, un arrêté d'exécution, un arrêté de programmation. L'arrêté d'exécution est paru au Moniteur belge et le dernier arrêté qui doit compléter la panoplie des textes légaux devrait l'être bientôt, nous dit-on. Alors ces arrêtés ont fait l'objet de discussions dans les lieux de consultation, des discussions qui ont montré l'intérêt du secteur pour cette thématique, mais aussi parfois la crainte du secteur par rapport à la mise en œuvre d'une politique spécifique à l'adresse des primo-arrivants. Alors c'est un décret, donc le décret instituant un parcours d'accueil pour les primo-arrivants, qui prévoit donc un parcours qui est non obligatoire, à l'adresse de personnes arrivées récemment en Belgique, je le disais, personnes arrivées depuis moins de 3 ans. C'est un parcours d'accueil qui comprend un volet primaire, lui-même composé d'un bilan social, d'un bilan linguistique et d'une information sur les droits et devoirs en Belgique. Il y a également dans ce parcours d'accueil un volet secondaire qui comprend formation linguistique, formation à la citoyenneté, orientation vers l'insertion socio-professionnelle et un accompagnement individuel. Alors c'est un parcours qui devra être mis en œuvre par des associations agréées et par d'autres associations qui dispenseront par exemple les formations linguistiques. Ce que nous on perçoit à travers de la lecture des textes qui organisent ce dispositif, c'est la volonté de procéder à une certaine harmonisation de l'offre mise à disposition des primo-arrivants. Il existe déjà aujourd'hui dans le cadre de la cohésion sociale une offre accessible aux migrants, mais qui pour le moment est relativement peu harmonisée et de notre point de vue, l'intention du pouvoir public, mais qu'il confirmera ou infirmera, est d'harmoniser les pratiques et les contenus des informations qui sont dispensées aux migrants. Là, je vous ai dit un décret qui a été voté, des arrêtés qui sont sur le point d'être parus au Moniteur, et donc une mise en œuvre dont on peut peut-être penser qu'elle aura lieu à partir de manière effective à l'horizon de l'automne 2015. Et la période dans laquelle on est à la veille d'un processus de sélection des acteurs associatifs qui mettront en œuvre ce parcours d'accueil, avec plusieurs questions. C'est d'une part, y aura-t-il beaucoup de candidats? C'est-à-dire, ça nous donnera un indice sur la manière dont le secteur associatif reçoit cette proposition politique. Est-ce que le secteur associatif va s'investir dans la mise en œuvre de cette volonté politique? L'autre question, c'est s'il y a des candidats associatifs, de quel type seront-ils? Une association n'est pas l'autre. Il y a des associations parapubliques, paracommunales par exemple, et puis il y a des associations qui sont nées de l'histoire des migrants eux-mêmes. Donc là, ça nous donnera aussi une information sur comment va être habitée cette fonction d'accueil des primo-arrivants.
Reste pour nous également la question des budgets. Je vous ai dit, c'est 120 000 personnes qui sont considérées comme primo-arrivants. Ils ne seront pas tous visés par le décret, notamment pour des questions d'âge, mais on entend que le budget alloué à ce dispositif pour l'année en cours est de l'ordre de 3,5 millions. On peut se demander si c'est là un budget qui est suffisant, c'est à voir. Une autre question, c'est le public, dans le cadre de ce dispositif qui est non obligatoire, se montrera-t-il intéressé par la proposition qui est faite par les pouvoirs publics de suivre un parcours d'accueil? Ce sera aussi un objet d'attention pour nous, c'est une question qui peut être posée. Et puis il y a à plus long terme la question du maintien de ce dispositif au sein de la COCOF et la question de la mise en œuvre d'un parcours relativement commun entre bruxellois francophones et bruxellois néerlandophones, et donc la question du rôle de la COCOM dans l'accueil des primo-arrivants.